Salut Internet. Il y a quelques jours, on commémorait les 80 ans des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Une date qui m'a poussé à lire plein d'histoires dingues sur la guerre du Pacifique. Et croyez-moi, j'ai trouvé de sacrées pépites que j'avais envie de vous raconter. Un bon vieux format, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est parfait pour vous poser si vous êtes en vacances ou juste pour bien terminer votre semaine. Messieurs, dames, c'est parti pour un top 7. On attaque direct avec Louis Zamperini, un gars qui aurait pu être une légende olympique, si seulement il n'y avait pas eu une petite guerre mondiale pile au mauvais moment. Au JO de 1936, il finit 8e aux 5000 mètres, franchement c'est pas dégueu, t'es quand même dans le top 10 mondial, c'est bien. Et alors qu'il se prépare pour les JO de 1940, changement d'ambiance. Ah bah, Louis passe de la piste d'athlétisme au bombardement dans le Pacifique. Manque de bol, un an plus tard, son avion se crache en pleine mer. Mais il survit avec 2 potes sur un canot pendant 47 jours. Au menu, attaque de requins, avion japonais qui les mitraille, c'est un vrai film d'horreur. Et quand ils croient enfin que la galère est finie en débarquant aux îles Marshall, surprise, ils deviennent prisonniers des Japonais. Zamperini atterrit dans le camp de Naoetsu avec un gardien surnommé The Bird, un type tellement cruel qui pourrait être le méchant d'un film. Zamperini est finalement libéré juste avant la fin de la guerre, mais l'histoire folle ne s'arrête pas là. Bien des années après, il revient au Japon pour rencontrer ses anciens bourreaux, et le pire gardien parmi eux, là, The Bird, Watanabe, refuse carrément le rendez-vous et disparaît tranquille, jamais condamné. Quant à Louis, il finit sa vie notamment en portant la flamme olympique au JO de Nagano en 1998, pas loin de son ancien camp de prisonniers. C'est un destin incroyable. Kazuo Sakamaki. Son nom ne vous dit rien? C'est normal. Le Japon l'a effacé de son histoire, littéralement. Tout commence le 7 décembre 41, l'attaque sur Pearl Harbor. Ce jour-là, Sakamaki pilote un sous-marin miniature avec une mission toute simple, se faufiler discrètement dans la baie, torpiller un maximum de bateaux américains et surtout ne pas revenir. Techniquement, à ce moment-là, on parle pas encore de kamikaze. Le terme officiel date de 1944, mais c'est exactement l'idée. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, sinon il serait pas dans cette vidéo. Sakamaki enchaîne les galères techniques, il perd totalement le contrôle de son sous-marin. Et il finit littéralement KO. À son réveil, il se croit au point de rendez-vous qui devait rallier, mais pas du tout. Il dérive au large de l'île d'Oahu, à Hawaï. Son sous-marin ne fonctionnant plus, il décide de le saboter, mais pareil, échec total, il n'y a pas d'explosion. Bon bah voilà, il se met à nager, épuisé, et finit par s'échouer directement sur une plage, face à une base américaine. Jackpot pour les Américains, qui viennent de capturer le premier soldat japonais de la guerre. Mais alors vous imaginez bien qu'au Japon, pays du seppuku, du harakiri, être capturé vivant, c'est la honte ultime. Sakamaki supplie ses ennemis de le laisser mourir, mais il refuse. Et côté japonais, sanction radicale, on efface son nom des archives. Officiellement, il n'était pas là. Sakamaki passe alors toute la guerre dans des camps aux États-Unis, du Wisconsin au Texas. Et l'histoire s'arrête là? Pas du tout. Son sous-marin devient célèbre, trimballé à travers les États-Unis pour collecter des fonds pour la guerre et exposé aujourd'hui dans un musée américain. Et Sakamaki, eh bien après la guerre, il rentre tranquillement au Japon, il rejoint l'entreprise Toyota et finit président de la filiale brésilienne en 69. Incroyable, comment passer de prisonnier fantôme à grand patron chez Toyota. Direction juillet 1943 sur les îles Salomon, en pleine bataille de Nouvelle-Géorgie. Japonais et Américains s'affrontent violemment. L'Américain Hugh Miller se trouve à bord de l'USS Chang, prêt à bombarder les positions ennemies, avec notamment l'USS Chevalier. Dans la nuit du 4 au 5 juillet, alors qu'il pilonne les Japonais, le Strong est soudainement frappé par une torpille tirée à plus de 20 km de distance. C'est un record absolu à l'époque. Le navire commence à sombrer, mais là, le deuxième bateau, le Chevalier, tente un truc fou. Il fonce volontairement contre le Strong pour permettre aux soldats qui sont dans la flotte, là, d'y grimper à l'aide de cordes et de filets. 240 soldats sont sauvés, mais malheureusement, des dizaines d'autres manquent à l'appel, dont Hugh Miller. Avec quelques potes, il parvient malgré tout à atteindre l'île d'Arundel en plein territoire ennemi. Miller est gravement blessé, alors il prend 2 décisions. D'abord, il dit à ses camarades de le laisser derrière, pour pas les ralentir. Camarades dont on n'entendra plus jamais parler d'ailleurs. Et ensuite, tout simplement, il refuse de mourir. Et petit bonus, il va essayer de
pourrir la vie des Japonais le plus possible. Donc à ce moment-là, il est complètement seul, il est blessé à la jambe et il entame 39 jours d'une véritable guérilla. Il fait des embuscades, il a chopé une baïonnette, il tue des mecs à coups de couteau, il balance des grenades. C'est complètement fou et au bout de cette survie hallucinante dans la jungle hostile, les Américains finissent par le retrouver. Le mec a survécu et a tué des dizaines de Japonais en mode « je suis Rambo dans la forêt ». Évidemment, Miller rentre en héros au pays et il reçoit la Navy Cross pour justement héroïsme extraordinaire. En août 1942, la bataille de Guadalcanal bat son plein. C'est peut-être d'ailleurs une des batailles les plus connues dans la guerre du Pacifique avec celle d'Iwo Jima. À ce moment-là, les avions japonais décollent de Rabaul pour tenter de repousser les Américains qui débarquent à Guadalcanal. Parmi eux se trouve Saburo Sakai. C'est un pilote très expérimenté de la marine impériale. Il a déjà plusieurs victoires au compteur, c'est-à-dire qu'il a déjà abattu plusieurs avions ennemis, et il a surtout un surnom assez badass, le samouraï du ciel. Tenez, pour situer le personnage, en juin 42, il avait même paralysé en plein vol un bombardier américain transportant Lyndon Johnson, futur président des États-Unis. Bon, bref, en août donc, Sakai engage à nouveau le combat contre des avions américains. Cette fois-ci, ça tourne mal. Il se prend une balle en pleine tête, qui le paralyse d'un côté et le rend presque totalement aveugle. Il perd connaissance, son avion commence à piquer, on fonce vers le sol, mais hop, quelques instants plus tard, surprise, il revient à lui, toujours en vol. Et là, on le comprend un petit peu, une seule obsession pour Sakai, je rentre à la base. Mais la base, elle est loin, et il va piloter près de 900 km pendant presque 5 heures. Moi, je reste dans une mauvaise position sur ma chaise 20 minutes, je me bloque les cervicales, je suis pas bien. Lui, il pilote blessé, aveugle, il évite les ennemis, les tempêtes, c'est un guerrier le gars. Et surtout, après plusieurs mois de soins et de repos, Sakai retourne au combat. Il entraîne des recrues, il fonce le mec. Le 8 août 1942 aura probablement été le jour le plus long de sa vie. Ok, on va reparler d'un pilote japonais, mais pour un truc assez insolite, ce pilote, Nobuo Fujita, a largué des bombes sur l'Oregon, l'État américain. On est en septembre 42, Nobuo Fujita décolle depuis un minuscule hydravion, lui-même lancé depuis un sous-marin japonais. Sa mission est très simple, balancer des bombes incendiaires sur la forêt américaine pour déclencher un méga feu, semer la panique, pousser les Américains à redéployer des troupes loin du Pacifique, voilà, leur faire comprendre que oui, on peut aussi vous atteindre sur votre sol. Résultat, 2 petits départs de feu, vite éteints par des gardes forestiers. Mais il vient d'entrer dans l'histoire. Il reste le seul pilote de l'Axe à avoir bombardé le territoire continental des États-Unis pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il y a bien eu le bombardement de Fort Stevens dans l'Oregon aussi, mais là c'était un tir de sous-marin, ça compte pas. Fujita, c'était une attaque aérienne. Un exploit oublié, mais bien réel. Il a survécu à la guerre et il a sombré dans l'oubli, jusqu'au jour où la petite ville de Brookings, non loin du lieu du bombardement, l'a invité. Et puis il y est allé. Il a offert son sabre de samouraï, celui qu'il avait dans son cockpit, et il a planté un séquoia à l'endroit même de l'impact. C'est un beau geste de paix, devenu symbole d'amitié entre anciens ennemis. Le 26 mars 1943, dans la mer de Bering, au large des îles Komandorski, on assiste à une anomalie militaire. Une bataille à l'ancienne, sans appui aérien ni sous-marin. Faut vraiment vous rendre compte que pour l'époque, ça n'existait pas, d'accord? C'était fini l'histoire de 2 bateaux qui se tirent dessus, comme ça il y a toujours des avions en plus, des sous-marins à côté. Mais là, ouais, juste 2 flottes qui se tirent dessus, avec pour seul allié leurs compétences tactiques, stratégiques. On est à environ 240 km au large de l'île Attu, à l'ouest de l'Alaska. Elle fait partie de l'archipel des îles Aléoutiennes, où quelques zones sont contrôlées par les Japonais. Et côté japonais justement, des croiseurs et des destroyers qui escortent un convoi de ravitaillement vers l'archipel, et plus précisément vers l'île Kiska, qui est occupée depuis environ 1 an. Côté américain, une flotte plus petite, moins bien armée, mais déterminée à les intercepter. S'ensuit alors un duel complètement lunaire de quelques heures dans des conditions difficiles. Il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de renfort, on tire à vue, de la fumée, des obus, du sang. Le croiseur Salt Lake City est criblé de balles, les dégâts sont majeurs. Et pourtant, ce sont les Japonais qui battent en retraite. Militairement, là, dans toute la guerre du Pacifique, c'est pas décisif, hein, mais stratégiquement, c'est un cas d'école. Et cette bataille improbable est devenue un moment à part de l'histoire navale.
Et on finit avec une histoire assez surprenante qui s'est déroulée le 11 avril 1945, en pleine bataille d'Okinawa. Un avion japonais a foncé tout droit sur un cuirassé américain, l'USS Missouri. L'impact est violent, mais miracle, aucun marin américain n'est gravement blessé. Bon, le pilote japonais, lui, par contre, meurt sur le coup, évidemment. Et le lendemain, le capitaine du navire, William Callaghan, prend une décision totalement inattendue. Il ordonne des funérailles militaires pour ce pilote kamikaze. Et il veut la totale. Prière, salut, drapeau japonais. Comme si c'était des funérailles pour un membre de l'armée américaine. Bon, on peut s'y attendre. Il y a des marins qui protestent. On peut les comprendre. Il a quand même essayé de les tuer. Est-ce qu'on a vraiment envie de l'honorer? Eh bien oui. La cérémonie a eu lieu et Callaghan a expliqué que c'était un guerrier qui a donné sa vie pour son pays, comme eux sont en train de le faire. Il s'agit d'un geste unique et symbolique, et des décennies plus tard, Barack Obama l'a cité en exemple lors d'une visite à Pearl Harbor. Comme quoi, au cœur d'une guerre assez brutale, on peut toujours trouver un petit peu d'humanité. Alors voilà, des bombes lâchées sur l'Oregon, un kamikaze qu'on honore, un pilote aveugle qui continue pendant des heures et qui survit. Souvent pendant ces grands événements, on se souvient des grands moments, des grandes dates, et beaucoup moins des petits événements insolites et humains qui la constellent. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit top 7, ça fait du bien, voilà, de temps en temps. On se revoit très vite. Salut, Internet.